Bien, donc nous étions arrêtés lors de la vidéo précédente sur le constat fait par Karl Marx que la situation des ouvriers était marquée par ce qu'il appelait l'insécurité de l'existence et que donc dorénavant la question sociale va devenir une question politique. Et donc on va voir en grand B la naissance du mouvement ouvrier. Donc il y a une prise de conscience que la situation justement des ouvriers est très difficile, notamment par les ouvriers des grandes entreprises, mais aussi dans certaines branches, comme par exemple les ouvriers typographes, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent notamment pour l'impression des livres ou des journaux. Ce sont des ouvriers instruits, donc qui sont particulièrement au courant et sensibles à la condition de vie de leur père et qui, comme ils sont instruits, ont lu des ouvrages justement qui étudient la condition de vie des ouvriers. Et donc petit à petit, les ouvriers vont prendre conscience qu'ils forment ce qu'on appelle la classe ouvrière, hein, pour reprendre l'appellation que lui donne Karl Marx, et les ouvriers en tant que classe, donc en tant que groupe constitué, souhaitent améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Donc pour cela, ils vont créer des sociétés de secours mutuels, un peu en quelque sorte l'ancêtre d'une sécurité sociale, mais qui serait propre uniquement aux ouvriers. C'est-à-dire que par exemple, quand vous travaillez au sein d'une entreprise, vous versez en quelque sorte un petit peu d'argent dans une caisse qui est gérée par les ouvriers et qui permettra à un ouvrier qui perdrait son travail momentanément, par exemple parce qu'il se serait blessé, ou pour une ouvrière qui devrait s'arrêter plusieurs jours parce qu'elle allait accoucher, et bien de recevoir en quelque sorte un petit peu de secours, un petit peu d'aide pour éviter de se retrouver bien le ventre vide ou bien carrément à la rue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels. Mais la création de ces sociétés de secours mutuels, où, où la volonté de s'unir en quelque sorte pour les ouvriers se fait avec des grandes précautions à l'époque, hein, car il y a la répression de tout mouvement social par le pouvoir, et on le voit notamment à l'aide de la chronologie page 130, où on voit que par exemple en 1855, lorsque les ardoisiers, donc des ouvriers qui travaillent dans des fabriques d'ardoises, des carrières d'ardoises, les ouvriers les ardoisiers pardon, de la ville de Trélazé près d'Angers se révoltent, eh bien 15 ouvriers sont condamnés au bagne, c'est-à-dire à partir par exemple en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie pour aller casser des cailloux ou défricher la forêt. Donc une peine extrêmement lourde dont beaucoup ne revenaient pas parce que les conditions de vie étaient très difficiles et ils y mouraient. En 1869, on y reviendra. La grève de Alari Ricamari est réprimée violemment. Cette répression fait 14 morts. En 1870, les grèves au Creusot entraînent la condamnation de 24 ouvriers. Donc on voit bien que la répression contre les ouvriers demeure très importante. Euh, L'un des moments qui va être important, ce sont les revendications ouvrières faites en 1864 par une délégation d'une soixantaine d'ouvriers au retour de l'exposition universelle de Londres qui avait lieu en 1862. Donc pour cela, je vous invite à regarder le document 1, page 130. Donc justement, ces ouvriers étaient allés du moins une délégation ouvrière était allée en 1862 à Londres, dans la ville dans laquelle se tenait l'exposition universelle. Et lorsque cette délégation ouvrière s'était rendue à Londres, eh bien, elle avait découvert que les ouvriers en Angleterre étaient beaucoup mieux organisés qu'eux, et ils avaient découvert notamment l'organisation syndicale à l'anglaise, c'est-à-dire la possibilité pour les ouvriers de se syndiquer, donc de défendre leurs droits, ce qui leur était à l'époque interdit en France. Euh, donc en 1864, eh bien, il va y avoir un manifeste publié dans l'Opinion nationale, qui est un journal français,
par une soixantaine donc d'ouvriers qui ont au préalable obtenu l'autorisation de l'empereur, car dans leur manifeste, ces ouvriers n'abordent pas du tout la question du régime politique, hein. Il n'est pas question de remettre en cause l'Empire, même si on sait que beaucoup d'ouvriers étaient plutôt pro-républicains. Et donc, ce manifeste est publié notamment avant les élections législatives, donc pour élire des députés de 1864. Donc, il était hors de question d'aborder des questions politiques. Sinon, ce manifeste n'aurait pas pu être publié. Donc, ces ouvriers, ces 60, publient un manifeste dans ce journal qui s'intitule L'Opinion nationale. Que dénonce-t-il dans ce manifeste? Eh bien, il dénonce l'hypocrisie de la situation, hein, que connaissent les ouvriers en 1864, les principes de 89, de la Révolution de 1789, qui normalement préconisent la liberté, l'égalité, vous savez, ces principes fondamentaux de la République française et qui sont, même si ce n'est plus une république, normalement toujours en activité sous le Second Empire. Eh bien, ces principes sont en fait très peu respectés, hein. Les ouvriers ne sont pas libres, hein. Ils sont soumis au patron, au pouvoir du patron. On ne peut pas se réunir librement, on ne peut pas se défendre librement. Donc, il n'y a pas de véritable démocratie. Alors que les ouvriers voudraient une continuité avec la Révolution. Donc, qu'est-ce qu'ils revendiquent justement plus précisément, ces ouvriers, dans ce manifeste? Eh bien, ils revendiquent la liberté pour les ouvriers de s'entendre pour se défendre. C'est ce qu'on appelle la notion de coalition. Donc, la possibilité de réaliser une coalition qui est donc de s'unir pour se défendre, hein, qui était interdite depuis la loi Le Chapelier qui datait de 1791 et qui pourtant existait en Angleterre. Donc en Angleterre, les ouvriers avaient le droit de se défendre, ce qui n'était pas le cas en France. C'est pour ça que je vous dis, quand les ouvriers français ont découvert les organisations syndicales anglaises en 1862, ils se sont dit, ben, il nous faut la même chose en France. Les ouvriers souhaitent également la réforme de l'apprentissage, hein. Vous savez, l'apprentissage, c'est la manière pour les jeunes d'apprendre un métier en devenant apprenti auprès d'un patron. Donc là, les conditions étaient relativement dures, hein. L'apprenti était vraiment soumis à l'autorité de son maître d'apprentissage. Les ouvriers souhaitent également une réglementation du travail des femmes, hein, estimant que les femmes doivent avoir des conditions de travail peut-être plus souples et moins dures que celles des hommes. Et ils souhaiteraient également l'instruction primaire gratuite, uniquement l'instruction primaire. Alors, comment l'État va y répondre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le grand C, avec la lente reconnaissance de droits sociaux. Donc, il y a quelques avancées sous le Troisième Empire, hein, comme la construction des premiers logements sociaux, hein, dans les années 1860. Ça, c'est plutôt une volonté de séduction du régime. Mais l'une des avancées fondamentales, ça va être la loi sur les coalitions qui va être votée en 1864, hein, et que vous pouvez voir avec le document 4, page 131, qui s'intitule La fin du délit de coalition. Donc c'est une loi du 25 mai 1864 qui légalise les coalitions ouvrières, c'est-à-dire les ouvriers ont dorénavant le droit de faire la grève, c'est-à-dire de cesser le travail. Cependant, il y a des conditions qui sont mises sur cette liberté de se coaliser. Il ne doit pas être porté atteinte à la liberté du travail, c'est-à-dire que s'il y a des ouvriers qui veulent continuer de travailler, eh bien ceux qui ont envie de faire la grève, d'arrêter de travailler, ne peuvent pas empêcher les ouvriers qui ont envie de continuer de travailler de travailler. Et donc également, cette grève doit être faite sans violence. Par contre, et c'est assez contradictoire, le droit de réunion n'est pas reconnu, ce qui rend finalement difficile l'organisation des grèves. Car normalement, pour organiser une grève, il faudrait que les ouvriers puissent se réunir au préalable pour discuter des moyens d'action et de comment, par exemple, faire pression sur les patrons pour obtenir, je ne sais pas moi, une diminution du temps de travail ou une augmentation des indemnités journalières et du salaire. Donc si vous ne pouvez pas vous réunir avant parce que le droit de réunion est interdit, eh bien vous voyez que le droit de coalition, c'est-à-dire le droit de faire grève, est en quelque sorte restreint.
Cependant, il va y avoir des évolutions, hein. Les syndicats vont être tolérés à partir de 1870. Tolérés veut pas dire qu'ils sont autorisés forcément, mais ils sont tolérés. Il y a une sorte de tolérance. Et petit à petit, l'interdiction des réunions va être assouplie, tant qu'elle ne porte pas sur des questions politiques, hein. Le Second Empire est toujours soucieux d'éviter les contestations politiques et notamment les idées républicaines qui voudraient mettre fin à l'Empire. Et n'oubliez pas que le Second Empire a succédé à la République sociale et à la République tout court d'ailleurs. Mais même si le Second Empire s'assouplit, pardon, et commence à reconnaître des droits sociaux petit à petit aux ouvriers, notamment le droit de se coaliser, eh bien la répression reste encore fréquente. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la grève des mineurs à la Ricamarie, près de Saint-Étienne, qui est réprimée en 1869, et cela cause 14 morts. Donc on peut, et puis les grèves au Creusot en 1870, à la veille de la chute du Second Empire, qui vont entraîner la condamnation de 24 ouvriers. Donc vous voyez, les grèves étaient encore relativement réprimées, notamment si les ouvriers voulaient empêcher leur père de se rendre au travail, ou bien s'ils faisaient usage de violence. Euh, donc finalement, si le Second Empire va bien reconnaître petit à petit des droits sociaux aux ouvriers, la réponse du Second Empire à leurs aspirations reste globalement insuffisante. Les ouvriers restent en grande partie hostiles au régime et finalement soutiennent l'opposition républicaine. Donc ici, hein, dans le diaporama, je vous ai mis également le texte 1, page 130, que vous retrouverez dans votre manuel, mais qui vous permet donc de voir finalement l'importance du manifeste des 60 et de l'impact qu'il va avoir sur l'évolution de la condition ouvrière. Voilà, on en a fini pour ce cours aujourd'hui sur la naissance de la classe ouvrière et puis l'évolution progressive de la condition ouvrière. Et lors du prochain cours, eh bien, nous nous intéresserons plutôt aux mutations profondes qui vont toucher le territoire français pendant la révolution industrielle. Voilà, sur ce, aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve lors du prochain cours. Au revoir.